Bon, je préfère vous prévenir, dans cette vidéo, je suis enrhumée. Je ne l'étais pas il y a 1 heure, mais dès que je filme en ce moment, je suis enrhumée. Je pense que je suis allergique à YouTube. Bref, bonne vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va parler de toutes les lectures que j'ai faites ces 3 derniers mois, puisque c'est mon bilan du printemps. Je ne vais pas m'attarder parce que j'ai quand même lu 10 livres. Franchement, je vais pas vous mentir, au début j'étais déçue de mon rythme de lecture, et finalement je me suis rattrapée parce que j'ai lu quand même pas mal de choses, donc on va commencer sans plus tarder. Le premier livre que j'ai lu, c'est ce petit livre d'Amy Jo Burns, Les femmes n'ont pas d'histoire, aux éditions 10-18. Et honnêtement, ça n'a vraiment pas été un livre que j'ai énormément aimé. Je lui ai mis la note de 2,75 sur 5 et surtout j'ai mis beaucoup de temps à le lire. C'est une histoire qui, je pense, est très importante. Ça se passe dans une région en Pennsylvanie où en fait les personnes qui vivent là sont un peu abandonnées par la société et donc ont une vie qui est assez compliquée, et dans lesquelles en fait les femmes n'ont pas du tout leur voix au chapitre. Et ici c'est un peu le récit de 2 femmes de 2 générations différentes, la mère et la fille, pour essayer de trouver leur place dans tout ça. Et je pense que le thème est très intéressant, très important, etc. Mais vraiment, j'ai pas du tout accroché et ça m'a un peu mis dans une panne de lecture parce que j'ai mis des semaines à le lire. En fait, je pense juste que c'était pas fait pour moi parce que je sais que beaucoup de gens ont adoré ce livre, mais c'était très, et pour moi, trop contemplatif. Et bon, évidemment, j'ai pas vécu tout ce que les femmes de cette histoire ont vécu, mais il y avait certaines situations, certains passages qui me paraissaient un peu incohérents. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas à la place de ces personnes, c'est dur à dire. Il y a quand même des passages qui sont absolument merveilleux, l'écriture est super jolie, tout le monde qui est décrit, et c'est très bien fait, mais juste, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu cliché, alors que l'histoire pas du tout. Mais je sais pas, je pense que c'était pas fait pour moi, donc je lui ai mis la note de 2,75 sur 5. Et ensuite, j'ai lu La Reine sans Royaume, le tome 3 du Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Je vais vous faire un dessin. Je pense que vous savez, si vous me suivez, que le Prince Cruel c'est un peu genre ma saga de fantasy préférée. Et ce tome ne m'a clairement pas déçu. Vraiment, c'était incroyable. Je vais pas vous refaire un résumé parce que j'en ai parlé déjà à chaque tome. Juste, ça se passe dans le monde des faées et on suit à la base des humaines là-dedans. Voilà, ça c'est le débrief qui ne sert à rien. Mais vraiment, ce tome mérite un 5 sur 5. Peut-être pas un 5 sur 5 aussi puissant que le tome 2, parce que c'était un tome de conclusion qui concluait merveilleusement bien la saga, qui était peut-être pas aussi étonnant et incroyable que le tome 2, mais juste lisez cette saga. Là, j'ai vu qu'ils allaient sortir le petit aparté sur Cardan et j'ai trop hâte. Vraiment, je pense que dans quelques mois ou quelques années, je relirai cette saga avec grand plaisir. Et Holly Black, merci en fait, merci d'avoir créé des personnages que j'aime autant que ça. Jude et Cardan sont des personnages qui sont trop forts, trop attachants, trop waouh, et vraiment j'ai adoré et ce tome était merveilleux. Et ensuite, j'ai lu un livre que malheureusement je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai directement prêté à une amie, c'est le tome 3 de la saga Un palais d'épines et de roses, qui n'est autre que un palais de cendres et de ruines, et vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Bon, tout comme le tome 2 dont je vous ai précédemment parlé dans mon update lecture de l'hiver. Je vais pas rentrer dans les détails, etc. pour pas vous spoiler. De base, j'ai adoré les personnages principaux comme d'habitude, mais alors là, on découvre en plus des personnages secondaires dont on entendait parler de loin, notamment une des sœurs de Fer sur laquelle j'avais de gros a priori. Je vais pas vous mentir, je voyais tout le monde dire waouh, elle est trop géniale. Moi, j'étais en mode je ne l'aime pas. Et en fait, j'avoue, j'ai retourné ma veste, je l'adore. J'ai très hâte de voir ce que Sarah J. Maas nous réserve pour la suite de cette saga. Il y a eu des retournements de situation qui m'ont... vraiment, j'étais là... Quoi ? Et voilà, vraiment, j'ai trouvé que c'était une trop bonne saga. Je suis très contente. Et je pense que ça rentre dans mon top 10 de mes meilleures lectures de ma vie. Incroyable, incroyable. J'ai lu un livre auquel j'ai attribué la note de 4,5 sur 5, c'est The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Déjà, parlons de cette magnifique couverture. Je suis amoureuse de la couleur, des dessins, voilà. Honnêtement, je savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai plongé dedans. Je pensais que ce serait de la fantasy, pas du tout, c'est plus un mystère. Ça se dit, oui, je crois. Bref, c'est un truc avec un peu des énigmes et tout. Globalement, c'est l'histoire de Avery Grams, qui est une pauvre jeune fille sans le sou et qui, on ne sait pas trop pourquoi, va recevoir une lettre qui lui dit « Bonjour, je suis milliardaire, je viens de mourir et je vous lègue toute ma fortune. » Évidemment, ce n'est pas si simple que ça, puisque pour avoir cette fortune en question, il faut qu'elle vive 1 an au manoir de ce milliardaire qui lui a légué tout son argent, avec toute la famille du milliardaire. Et vous imaginez bien que la famille
n'est pas forcément très contente d'accueillir quelqu'un qui sort de nulle part et qui leur vole leur argent, quoi. En tout cas, selon eux. Déjà, vraiment, le fait que ce soit pas de la fantasy, finalement, j'ai trouvé que c'était cool parce que j'aime bien découvrir des nouveaux trucs, je me rends compte tout simplement. Et l'histoire était hyper originale et vraiment, dans la vraie vie, je suis fan d'énigmes, d'escape game, etc. Donc là, j'avais un peu l'impression de lire un escape game et du coup, j'avais envie de résoudre les énigmes. Genre, j'étais là, j'essayais de prévoir la fin et vraiment, j'étais outrée. Je ne m'attendais pas à ça et du coup, j'attends qu'une chose, c'est lire la suite, qui devrait bientôt sortir en français normalement. Mais c'était trop bien et les personnages sont géniaux. Dans la famille des Hawthorne, je sais pas comment on les appelle, il y a 4 frères qui sont un peu les autres personnages principaux en dehors de Avery et je les adore. En gros, ils ont tous un peu leur personnalité, certains sont carrément chelous, mais vraiment ils sont hyper attachants, hyper drôles, hyper perchés aussi. Ça se voit qu'ils ont été éduqués par un grand-père bizarre et c'est super intéressant. Vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. Et ensuite, j'aimerais vous parler de la lecture qui m'a probablement le plus brisé le cœur de toute ma vie et qui d'ailleurs est probablement l'une des meilleures lectures que je n'ai jamais eu l'occasion de lire. Manaclud, je sais pas comment on prononce, excusez-moi, en plus j'ai le nez bouché là, c'est pas ce qui compte. C'est une fanfiction de Ramion, voilà, je le dis tout de suite, que j'ai trouvé par hasard en voyant passer ça sur Instagram, qui est disponible sur Archive of Your Own en anglais, version originale que j'ai lue, mais aussi il y a plein de traductions, dont le français, si jamais vous voulez la lire. Et comment vous dire, j'y suis partie sans trop savoir à quoi m'attendre, à part que c'était un peu triste. Mais j'y ai laissé un bout de mon cœur. Vraiment, ça m'a retourné. Et je peux vous dire que j'ai pas lu de fanfiction depuis des années et je n'avais jamais lu de fanfiction Harry Potter parce que c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Dramion, je suis pas une fan particulière honnêtement. En fait, je me suis jamais trop posé ce genre de questions. Ça m'a jamais vraiment attiré de lire ce genre de choses. Mais alors là, faut avoir le cœur bien accroché. C'est clairement pas pour tout le monde. Mais c'est une dinguerie. C'est une histoire qui est très longue, déjà, je préfère le dire, et qui se découpe en plusieurs parties. Globalement, ça se passe dans un monde dans lequel l'ordre a perdu face à Voldemort, Harry Potter est mort, et c'est la merde quoi. Globalement, tous les gentils sont enfermés dans des prisons, utilisés, torturés, et Hermione est enfermée depuis, je sais plus, un certain temps dans une cellule et un peu laissée à l'abandon. Et Voldemort, il contrôle le monde. Sauf que Voldemort, il a des projets pour l'avenir et il s'avère que les gentilles femmes sont utilisées, un peu comme The Handmaid's Tale, la servante écarlate, si vous l'avez vu, lu, etc. Donc en gros, elles sont utilisées comme femmes à faire des enfants. Donc elles sont envoyées dans des maisons de mecs un peu style Drago Malfoy, tout ça, pour se faire violer et avoir des gosses, quoi. Donc ça fait pas rêver. Et nous, on va suivre Hermione, qui va se retrouver sortie de sa cellule, complètement traumatisée par la guerre qu'elle a vécue, qui a oublié tous ses souvenirs et qui va être envoyée pour servir de reproductrice pour Malfoy. Voilà, bonne ambiance, hein. Là déjà ça en dit long, et en fait c'est vraiment un mix entre The Handmaid's Tale et Harry Potter. Je pense que vous le comprenez un peu vu déjà ce que je viens de dire, mais j'ai jamais lu quelque chose qui était aussi sombre, qui était aussi haletant, qui transmettait autant d'émotions, et je vous jure que depuis, là ça commence à aller mieux, mais au départ toutes les lectures que je faisais, je les sentais fades. Et vraiment c'était un peu horrible d'ailleurs parce que ça je l'ai lu non-stop, je l'ai lu dans le train, j'ai pleuré dans le train en la lisant s'il vous plaît, je me disais oh non. Et vraiment, j'ai jamais ressenti ça en lisant quelque chose. Et c'était horrible parce qu'en fait Hermione elle vit des épreuves qui sont super difficiles et Hermione pour moi ça a toujours été un peu mon confort caractère, vous voyez le personnage auquel je suis vraiment attachée et qui quand j'étais petite était un peu genre mon modèle quoi, genre vraiment je m'identifiais à elle et tout. En fait là elle souffre, mais elle souffre pas un peu, elle souffre beaucoup et du coup c'est... Et vraiment là tout ce que j'ai ressenti je peux même pas vous le retranscrire parce que c'est une expérience qui est juste unique, mais juste sachez que j'ai trouvé ça incroyable, j'ai détesté des personnages que pendant toute mon enfance j'ai adoré. J'avais le cœur brisé pour des personnages qui comptaient pour moi. Et en fait c'est vraiment une autre expérience. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur les fanfictions, mais quand c'est pour des fanfictions comme ça apporte tellement quelque chose de connaître déjà des personnages, d'avoir un attachement à ceux-là, que vraiment c'était incroyable. Juste, je préfère vous prévenir, c'est très difficile comme lecture, hein. C'est clairement pas pour tout le monde. Si vous savez qu'il y a des thèmes qui sont difficiles pour vous, la violence, le viol, les trahisons, tous les trucs un peu difficiles en fait sont là, la torture, etc. Le lisez pas, mais si vous êtes prêt à passer outre et à avoir une expérience qui est absolument incroyable, foncez, lisez-la et surtout, bonne chance.
Donc là, imaginez mon état. Je viens de finir cette fiction, je pleure beaucoup, je suis brisée de l'intérieur et je me dis, Pauline, il faut que tu lises quelque chose de léger. Et c'est ce que j'ai fait puisque j'ai lu L'Antilune de miel de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. Honnêtement, j'ai pas grand chose à vous dire, c'était Mimi. C'était Mimi, c'est ça le mot, c'est un 4 sur 5. C'est une petite bulle de bonne humeur et de soleil au milieu du désastre que je venais de terminer. Enfin, désastre affectif, hein. C'est une histoire de une jeune fille qui s'appelle Olive, qui est un peu habituée aux catastrophes. Genre, c'est Miss Maladroite, rien ne lui sourit dans la vie, tandis que sa sœur, au contraire, elle gagne tous les petits trucs de loto, de machin, de tombola, et sa sœur va se marier. Sauf que à son mariage, tout le monde va faire une intoxication alimentaire, sauf 2 personnes, Olive et un certain Ethan, qui est le témoin du marié. Sauf qu'il s'avère que Olive et Ethan ne s'entendent pas du tout. Mais évidemment, il y a une lune de miel qui était planifiée. Et la sœur d'Olive, Amy, lui dit mais en fait c'est mort, genre là on a une lune de miel, tu vas y aller et Ethan va y aller, vous êtes les seuls pas malades, tant pis pour vous, vous allez ensemble, je m'en fiche, vous vous amusez. Donc ils partent au soleil, ils se détestent, c'est une anti-lune de miel et vraiment, j'ai trop ri. Vraiment ça m'a fait du bien, c'est juste une petite bulle de bonheur. Voilà, c'est pas révolutionnaire, hein. C'est un 4 sur 5 pour ce que c'est et ça fait du bien parfois ce genre de lecture. Et du coup, voilà, je vous avoue, j'étais pas encore tout à fait remise, donc je me suis dit, vas-y Pauline, tu vas lire une autre romance. Et j'ai lu The Deal de Elle Kennedy, qui est le premier tome de Off Campus, qui est une saga de romance, en gros, avec des sportifs qui font du hockey. Et j'ai pas regretté. Encore une fois, c'était pas incroyable de chez incroyable. J'ai mis là aussi un 4 étoiles, et en gros, comme le nom de ce livre l'indique, c'est l'histoire d'un accord qui est fait entre 2 personnes. Anna, une bonne élève, globalement, elle a un crush sur un mec, elle est forte à l'école, et voilà. Et un autre mec qui est genre chef de l'équipe de hockey, mais qui a une mauvaise note dans une des matières, et qui du coup a besoin d'aide, parce qu'il veut continuer à faire du hockey, mais pour ça il doit avoir une moyenne minimum. Donc il va demander de l'aide à Anna, en échange de quoi il accepte de l'aider à pécho le mec sur lequel elle a un crush. Sauf que vous imaginez bien que voilà, ça va être un peu plus complexe que ça. Et vraiment, c'est un peu comme les Campus Driver. C'est très marrant, on passe un bon moment. Et vraiment, genre, j'ai grave kiffé. Genre, c'était cool. Et c'est marrant, les personnages sont hyper cool. Et là, j'ai très hâte de lire la suite. Parce que du coup, il y a genre 4 ou 5 tomes, plus une trilogie un peu parallèle. Donc vraiment, j'ai trop hâte de lire tout ça. Et voilà, c'est tout. C'était cool. Et j'ai lu un autre e-book que j'avais sur ma liseuse depuis plusieurs semaines, voire mois. C'est The Sweetest Oblivion de Danielle Lawrie. C'est une romance mafia. C'est la première fois que j'en lisais une. J'avais beaucoup d'a priori. Et en vrai, c'était plutôt cool. C'était pas incroyable, genre j'ai mis genre 3,25 je crois. Mais ça va, je passais un moment correct, on va dire. Donc en fait, ça se passe à New York et il y a plusieurs gangs dans la ville de New York, dont un duquel Elena est la fille du boss. Oula, c'était pas très clair. Bref, Elena est la fille d'un boss d'un gang à New York, sauf qu'elle a fait un truc que son père a pas trop apprécié, donc elle est plus bonne à marier, donc c'est sa petite sœur qui est destinée à un mariage avec Nicolas Rousseau, qui est le chef d'un autre gang de New York. Petite alliance entre gangs pour éviter que ça parte en cacahuète, quoi. Et sauf que après plusieurs difficultés, finalement leur mariage entre eux va pas se faire et Nicolas Rousseau va se marier avec Elena, la première sœur. Sauf que ils s'aiment pas, c'est des gangs, c'est des machins. C'est un peu cliché. Honnêtement, c'est pas folichon. Je ne pense pas lire la suite, même si on m'a dit que le tome 2 était largement au-dessus. Je sais pas, peut-être qu'un jour, mais vraiment, ça m'a pas chamboulé, quoi. Genre, ça m'a pas trop marqué. Je pense pas lire la suite. Il y a vraiment des passages qui m'ont un peu dérangé. Enfin, je sais que c'est une mafia, mais laisser Elena vivre sa vie un peu, en fait, genre. C'était frustrant par moments, mais en vrai, je suis quand même contente parce que j'avais des gros a priori, je me disais ça va être une relation giga toxique, violente et tout, et non, et franchement, heureusement parce que j'ai pas signé pour ça, mais voilà, c'était pas incroyable. C'était une romance mafia, cliché, mais pas trop violente. Ça passe. Enfin, il y a quand même des gens qui sont tués, mais ça passe. Et ensuite, les 2 derniers livres que j'ai lus, ce sont des non-fictions. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes objectifs de l'année, je me suis mis un certain nombre de non-fictions à lire. Et là, c'est les premières que j'ai lues, donc vraiment, j'ai du retard à rattraper. Mais j'ai commencé en lisant Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone. Et vraiment, comme tous les ouvrages de Mona Chollet, il me semble, même si c'est que le 2e que je lis,
c'est incroyable. Vraiment, lisez ce que Mona Chollet écrit, c'est génial. Et vraiment, c'est loin de se limiter à la simple notion de sorcière et de tous les enjeux féministes qui se cachent derrière, ce qu'on pourrait croire en voyant ça. En fait, je trouve que c'est vraiment un appel à vivre sa vie en tant que femme. Et vraiment, le féminisme de Mona Chollet, mais qu'est-ce que je l'aime. Je sais pas, je lis un de ses livres et à la fois, je suis révoltée de voir ce que des femmes ont pu subir sans avoir rien demandé. Et en même temps, je suis prête à vivre, vous voyez. Et vraiment, il y a certains passages qui sont presque impossibles à croire parce qu'on se dit, mais pourquoi les gens font subir ça à des femmes qui juste n'ont rien demandé dans leur vie? Et je termine cet ouvrage en étant fière de qui je suis et en me disant, mais let's go, se battre en tant que femme et être fière d'être une femme. Et voilà, et au-delà de ça, vraiment, j'ai appris énormément de choses. Les post-it peuvent en attester. J'ai trop hâte de lire un des autres essais de Mona Chollet, le dernier en date, il me fait très envie. Juste, c'est trop bien et on apprend tellement de choses et je trouve que c'est un essai qui est fondamental. Donc voilà, lisez-le. Bon, et ensuite, le dernier livre que je l'ai lu pour mon stage, donc honnêtement, c'était pas révolutionnaire. Ça reste un peu dans le même thème, mais je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. C'est remixer la mixité, femme plus homme, parler et agir autrement, sous la direction de plusieurs auteurs et autrices, aux éditions Erol. Et c'était intéressant. Honnêtement, je l'ai vraiment lu pour mon stage. J'ai sauté certains passages parce que je m'en fichais. Et en fait, c'est vraiment tourné entreprise. Genre l'idée, c'est on fait un bilan de comment c'est dans la société aujourd'hui, comment c'est dans les entreprises et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation des femmes, globalement, dans l'entreprise. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, mais du coup, c'est vraiment très capitaliste. C'est vraiment très vive les entreprises et comment améliorer les entreprises. Donc c'est bien parce qu'il faut améliorer les entreprises, voilà, mais vraiment... c'est pas ce que je demande, quoi. J'ai envie d'être un peu chamboulée par ce que je lis, pas de lire des trucs qui me semblent basiques, même si malheureusement ce n'est fait dans aucune entreprise parce que les gens sont un peu teuteux, quoi. Par contre, vraiment, je trouve que les propositions sont très pertinentes et en fait, toutes les entreprises devraient lire ça et appliquer ce qui est proposé là-dedans. Ça me semble être le minimum. J'ai pas grand-chose de plus à dire. En fait, c'est juste un livre sur la mixité en entreprise et c'est important pour les entreprises. Donc voilà, je vous le conseille pas particulièrement si c'est pas chose qui vous touche. Après, si vous êtes PDG d'une entreprise et que vous regardez cette vidéo, lisez ça, appliquez ça et votre entreprise ne sera que meilleure. Et c'est déjà, ou je sais pas déjà, mais j'ai essayé d'être rapide, la fin de ce petit update lecture. C'est des vidéos qui, je le sais, plaisent un peu moins aux gens parce que tout le monde n'est pas passionné de livres, mais c'est des vidéos que j'adore faire et ça me fait toujours trop plaisir quand on me dit « Oh, grâce à toi, j'ai lu ce livre ». Je suis grave touchée. Donc si vous lisez des livres que j'ai conseillés, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment, j'adore, je suis trop fan, j'aime trop voir vos avis. Si vous aimez pas certaines choses que je conseille, la même chose. Et si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis merci.